Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Anne Danger et vous propose d'écouter comment un diplomate d'un petit royaume obtient gain de cause de la part de son grand voisin. Dans la Chine ancienne, la vertu servait de critère ultime pour juger toute action. Cette vision du monde a donné naissance à des prodiges qui forcent encore aujourd'hui l'admiration. L'un d'eux illustre comment, à l'époque des printemps-automnes, le conseiller d'un modeste royaume réussit, en quelques phrases bien senties et en utilisant la sagesse diplomatique, à convaincre le souverain d'une grande puissance de recevoir son maître avec tous les honneurs dus à son rang. À cette époque troublée, le royaume Chen se trouvait pris en étau entre deux géants rivaux, Jin et Shu. Pourtant, grâce à son conseiller Zishan, expert dans l'art d'analyser les rapports de force internationaux, le petit État parvenait à naviguer avec habileté entre les intérêts des grands. Confucius lui-même, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré, versa des larmes à l'annonce de sa mort. Une leçon de sagesse diplomatique qui résonne encore à travers les siècles. En 542 avant notre ère, le mois même où mourut le duc Qian de Lu, Zishan accompagna son souverain, le duc Zhang de Chen, en visite officielle au royaume de Jin. Or, invoquant le deuil qui frappait Lu, royaume frère, Jin refusa de les recevoir. Face à cet affront, le conseiller de Zhang prit une décision audacieuse. Il ordonna de démolir entièrement les murailles de la résidence des hôtes et d'y faire entrer leurs chars et chevaux. Ce geste spectaculaire ne passa pas inaperçu. Jin dépêcha aussitôt Shi Webu, conseiller du duc Ping de Jin, pour demander des explications. L'émissaire commença. Notre royaume souffre de l'imperfection de son administration et de ses lois. Des brigands sévissent à l'extérieur. Pour protéger les délégations étrangères, nous avons rénové les résidences, rehaussé les portails et renforcé les enceintes. Aujourd'hui, vous les détruisez. Comment accueillerons-nous les autres visiteurs? Pourriez-vous nous éclairer sur les raisons de votre acte? La réplique de Zishan mêla fermeté et respect. Notre royaume est exigu et coincé entre les grandes puissances qui nous demandent régulièrement des tributs. Nous nous efforçons de les fournir et venons nous présenter à la cour chaque fois que nécessaire. Or, aujourd'hui, vos ministres sont indisponibles et nous n'avons reçu aucun ordre nous permettant d'être reçus par le duc de Jin. Sans cette réception officielle, nous ne pouvons présenter nos présents selon la cérémonie protocolaire d'inspection requise. Impossible de les offrir dans ces conditions, mais tout aussi impossible de les laisser se détériorer au soleil et à la pluie. Puis, le diplomate Chen poursuivit avec une évocation nostalgique qui toucha au cœur de l'honneur de Jin. J'ai entendu dire qu'autrefois, lorsque le duc Wen de Jin exerçait l'hégémonie, son propre palais était modeste, dépourvu de pavillons d'agrément. En revanche, les résidences réservées aux princes vassaux étaient vastes et majestueuses, semblables au palais actuel de votre souverain. À cette époque bénie, des serviteurs entretenaient régulièrement les bâtiments et les chemins. Quand les délégations arrivaient, des gardiens allumaient des torches dans les cours, des veilleurs patrouillaient, des écuries accueillaient les attelages, des entrepôts conservaient les présents. Même les domestiques des visiteurs n'avaient rien à faire. Tout était prévu pour eux. Les responsables des chars graissaient les essieux, les balayeurs, les palefreniers. Chacun s'acquittait parfaitement de ses devoirs. Le duc Wen recevait sans délai, ne laissant jamais les hôtes en attente, respectant scrupuleusement le protocole. En cas d'incident, il apaisait les esprits. Face à l'ignorance, il instruisait. Devant le dénuement, il secourait. Les délégations se sentaient comme chez elles à Jin, sans crainte, ni calamité, ni brigandage, ni intempéries. Il interrogea ensuite Shi Wenbo.
Mais aujourd'hui, le palais d'été de votre duc à Tongti s'étend sur des lieues, tandis que les princes vassaux sont logés dans des bâtisses dignes de serviteurs. Les chars ne peuvent franchir les portes, impossible d'escalader les murs. Dehors, les bandits pillent ouvertement. Les catastrophes menacent, et nul ne sait quand nous serons reçus. Si je n'avais pas abattu ces murailles pour abriter nos équipages, où aurions-nous entreposé nos présents? Leur dégradation aurait été le déshonneur de notre royaume. Certes, Jin porte le deuil de loup, mais nous aussi partageons cette affliction. Si l'occasion nous est donnée de présenter nos offrandes, nous réparerons ces murs avant de repartir. Ce sera là une grâce de votre duc envers nous. Ji Wenbo rapporta ces paroles à Zhao Wenji, le ministre. Celui-ci déclara: Si Shan a vraiment raison, c'est notre vertu qui fait défaut. Il envoya ensuite Ji Wenbo présenter ses excuses à Chang. C'est nous qui n'avons pas fait notre travail. Par la suite, le duc Ping de Qin reçut le duc Jiang de Chen avec une grande solennité, multipliant les marques de courtoisie. Les présents offerts en retour à Chang furent particulièrement généreux. Jing raccompagna ensuite la délégation et fit reconstruire entièrement les résidences des autres. Su Qian, un autre conseiller du duc Jin, commenta: Quand il faut parler, il faut le faire, comme l'a dit Zichan. Zichan a pris la parole et tous les princes vassaux en ont bénéficié. Le classique des vers dit: La langue permet d'exprimer pensée, émotion et aspiration. Pour que les écrits et les idées se propagent largement, il convient de soigner à la fois le fond et la forme. Zichan maîtrisait parfaitement le sens profond de cette phrase. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.